Pierre Cabrol, oui, qui est juriste, alors après c'est... Voilà. Après c'est respect. Alors voilà, en fait on s'était dit, on a parlé beaucoup ces quelques mois et puis aujourd'hui aussi on a parlé beaucoup d'extinction, de disparition, de la question de la planète et du vivant, mais peut-être pas trop de l'humain parce que l'humain on ne sait pas s'il passera la barre rouge, hein, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et donc le déni nous semblait, c'est quelque chose qui a été soulevé pendant nos réunions, ce terme-là. Et il nous semblait important de lui trouver une place. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on se place de l'autre côté, pas du côté de ceux qui créent, mais de ce côté, du côté de tous ceux, nous, puis tout le monde, tous ceux qui reçoivent, qui vivent, qui ne créent pas forcément, qui ne voient pas forcément d'œuvre. D'ailleurs, là, on est de l'autre côté, du côté du public, voilà, de nous tous. Et cette question du déni, en fait... l'homme psychiquement fonctionne avec le déni et le déni est vital. Alors le déni, c'est quoi? C'est une défense en fait, hein. C'est un mode de défense contre quoi? Contre des perceptions traumatisantes, c'est-à-dire des perceptions qui seraient inacceptables, qui seraient impensables. Alors comme quoi, au niveau de l'individu, parce qu'on va commencer par l'individu, puis après on va parler de la planète et du vivant, comme la mort. En fait, si on devait tenir notre pensée en permanence devant ce mur de l'impensable, hein, eh ben, on ne vivrait pas, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on serait saisi dans une angoisse constante. Enfin, je ne sais pas, bon, tout le monde en a fait cette expérience, et là, on est complètement scotché, on ne peut plus rien faire, parce qu'on est devant le mur, en fait. Donc, on est obligé de ne pas y penser, c'est-à-dire de refuser cette pensée de ce qui est impensable, parce que, justement, ça ne peut pas être pensé, et que ça nous bloquerait complètement, on serait dans une angoisse insurmontable. Voilà. Donc, bon, alors je vous renvoie bien sûr à la psychanalyse, à la Planché-Pontalis, à la philosophie avec Yankelevitch sur la mort, etc. C'est-à-dire la mort qui n'est pas concevable, qui n'est pas percevable, hein. C'est impossible de penser la mort en première personne, c'est-à-dire il est impossible de penser en dehors du je qui pense. Si je dis je suis vivant en fait, tout simplement. Alors, traumatisante, on a dit, traumatisante, vous savez, le trauma, c'est un afflux d'excitation qui est trop important pour la mise en place de défense, justement. Alors, la solution, c'est refuser la réalité. Voilà, refuser la réalité. Alors là, le déni porterait donc sur une réalité extérieure. Voilà. Bon, moi, je me suis posé un petit peu cette question de est-ce qu'on n'aurait pas finalement deux niveaux dans cette idée de déni, celui du savoir, de la reconnaissance, et puis celui de la perception. Alors, il pourrait y avoir une discordance entre ces deux niveaux. Là, je prends des risques en vous disant ça, c'est pas grave, hein, c'est mon interprétation, c'est une proposition. Je ne sais pas où est Valérie. Voilà, c'est une proposition, Valérie, virgule. Donc, y aurait-il discordance entre ces deux niveaux? Bon, vous savez que le savoir, d'après la psychanalyse, d'après Freud en tout cas, est considéré comme un mode sublimé de l'emprise et il s'étaye, il s'appuie sur la pulsion de voir, qui est une pulsion sexuelle de voir. Alors, finalement, on a quand même ces deux niveaux que on pourrait concevoir. Bon, je ne vais pas détailler plus techniquement, mais en tout cas, le savoir se heurte à ses limites, et on est avec l'idée de la mort, en première personne, hors du voir, c'est-à-dire hors de l'emprise. On n'a plus d'emprise là-dessus, on n'a plus d'emprise sur cette réalité extérieure, c'est ça aussi le problème. Mais je me disais, et si ce fait de se heurter ainsi à quelque chose qui est hors limite, si cela correspondait à un voir en écho à une perception intime. Si, au fond, intimement, finalement, on ne percevait pas. C'est ma question. Bien sûr, on ne peut pas percevoir ce qui n'est pas percevable, c'est-à-dire ce qui manque fondamentalement. Vous savez qu'en psychanalyse, on parle de castration, mais qui est un analogone de la mort, finalement. Eh bien, si ce n'est pas qu'une question de percevoir une réalité extérieure, donc impensable, mais si c'était une perception intime, profonde. C'est-à-dire, ça, là, je vous fais référence à la deuxième conception de la mort d'après Freud. La première étant, c'est quelque chose d'extérieur, comme si on nous volait, on nous prenait quelque chose.
C'est-à-dire on nous prend la vie. Donc qui c'est qui nous prend la vie? Je ne sais pas moi, c'est les divinités, c'est la nature, c'est je ne sais pas ce que... voilà. Mais il y a une autre conception, beaucoup plus tardive de la part de Freud, qui est que peut-être que la mort, c'est vraiment tout le chemin que fait la vie pour parvenir à mourir à sa façon. Et cela me réfère aussi, cela me renvoie aussi à cette appréhension fondamentale de la part de Michel de Musan, qui nous met en évidence le fait que finalement, sous ce devenir psychosexuel, on aurait quelque chose qui serait un fondement identitaire profond premier. Bon. Alors, et puis on est obligé de vivre, de dénier finalement, de dénier en permanence notre mort chaque jour pour vivre. Bien, alors après cette petite hypothèse, c'est tout ce que je voulais vous dire pour vous rappeler ce qu'était le déni. Mais, non, mais c'était juste pour resituer, tu vois, et puis voir... Moqueur. Le déni, on a dit que ça avait des effets positifs de pouvoir vivre Pierre, mais a aussi des effets négatifs. Alors là, je suis toujours au niveau de l'individu, mais ne vous inquiétez pas, dans 2 secondes, on arrive au niveau collectif. Le risque de s'y enfermer, de vivre comme si le danger n'existait pas, comme si nous étions immortels, comme si nous ne risquions rien, enfin rien de grave, rien de définitif, et donc de faire n'importe quoi, d'aller même dans le danger, d'aller se mettre en danger. Le risque de désigner d'autres coupables extérieurs à cette mort qui survient. On ne craint pas la mort, on craint les coupables, on craint les responsables tout au moins. Coupables, on va les mettre entre guillemets, parce qu'on sait bien qu'il n'y a que l'homme qui peut être coupé en deux, qui est coupable potentiellement. Mais bon, le mauvais œil, par exemple, etc. Alors au niveau collectif de l'humanité, de notre humanité, il peut y avoir aussi du déni par rapport aux événements collectifs, pandémie, réchauffement climatique, etc. Tisseron, qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps sur le déni, note que les dénis s'appuient les uns sur les autres, les dénis collectifs sur les dénis individuels. Eh bien, le déni collectif a certainement les mêmes avantages pour suivre notre existence de façon acceptable et les mêmes dangers. C'est-à-dire continuer à considérer que rien ne peut nous atteindre, nier le réchauffement climatique, continuer à produire des actions destructrices, désigner d'autres coupables extérieurs, c'est pas nous, c'est d'autres, etc. Alors, je peux mettre une image en attendant, parce que là, vous n'avez pas trop d'images. Voilà. Effectivement, je trouvais ça intéressant comme image, et c'est marrant parce que, bon, j'ai eu la flemme de prendre l'ouvrage de Tisseron, qui est publié chez Albin Michel en 2022, qui est titré « Le déni ou la fabrique de l'aveuglement ». Il y a une couverture qu'il a utilisée, qui est aussi un personnage qui met sa tête, un homme qui met sa tête dans le sable, voilà, comme les autruches. Voilà. Et là, on a Jason Decker-Taylor dans The Banker, donc à Isla de Mujeres, au MUSA, Museo Subacuático de Arte, au Mexique, 2012. Il y a aussi une série un petit peu plus loin, sur le même site, de 6 bankers, les banquiers, d'accord ? Et là, on a celui-ci. Je trouvais que c'était assez sympa, mais on reviendra, si vous voulez, sur ces œuvres, mais pour illustrer cette notion du déni. Bon. Alors, le déni, c'est le pendant de l'angoisse, donc. Alors, dans quoi on parle du déni en psychanalyse? Dans le fétichisme, par exemple. Parce que vous voyez, il y a un clivage du moi. Il y a une partie du moi qui dénie la perception inacceptable, inassimilable, et une autre qui la reconnaît dans l'angoisse. Et la solution, c'est d'élire un substitut dans le fétichisme, aux 2 versants, à ce qui manque et ce qui est refusé, ce qui angoisse. Donc, quelque chose qui soit à la fois plein et non pas manque, et masque, protection contre l'angoisse. C'est un fétiche. Un fétiche. Et au niveau collectif, sociétal, les objets de consommation sont devenus nos fétiches. Comme ça, on ne s'angoisse pas.
substitut de l'angoisse et du manque à être. Ou encore l'argent. Avoir plus d'argent, ben, ça nous évite de penser à notre mort, pour le dire vite, hein, d'accord? Ou nos écrans, pourquoi pas? Ou tout élément d'addiction collective. Voilà, alors, je sais pas, on peut se laisser là. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais... Voilà, alors Jason de KRS Taylor, après, si tu veux, je te laisserai, mais je veux juste dire 2 mots sur cette image-là. Puis, on a dit avec Pierre qu'on allait s'échanger le micro à des moments, comme ça, c'est pas la peine de dire tout d'un coup, mais... Eh bien... Ouais, c'est gentil pour moi. Merci Pierre. Non, je plaisante, je plaisante. Donc, Jason de KRS Taylor, oh là là, a écrit à propos de ces banquiers, qu'il symbolisait à quel point nous regardons peu vers l'avenir, à quel point nous nous concentrons sur le gain à court terme, et aussi que les banquiers symbolisent le déni, donc une résistance à la reconnaissance de notre crise environnementale imminente, et les actions à courte vue sur des institutions bancaires et gouvernementales, parce que un peu plus loin dans le site où vous avez 6 personnages comme ça, sculptures qui sont donc immergées, elles ont à côté d'elles des mallettes, et sur 3 mallettes, il y a des téléphones portables qui sont posés. Elles ont pu être titrées, j'ai lu cela, les politiciens, et le positionnement identique des personnages dans les mêmes poses, qui ressembleraient un peu à une prière, serait à mettre en relation avec un changement de valeur. Voilà ce que j'ai pu lire sur ces sculptures immergées à 9 mètres de profondeur, donc accessibles à différents plongeurs, tout type de plongeurs certifiés et débutants. La visibilité étant indiquée ainsi que le degré, on en reparlera, et d'ailleurs, parce que ça pose d'autres problèmes après, notamment du tourisme sur ces sites, mais bon, on en reparlera après, plus tard, et notamment avec le projet de notre collègue Sylvain Guyot, ça fera le lien comme ça avec tout ça. Bon, micro, Pierre. Oui, bonjour à tous. Moi, je voulais d'abord vous remercier pour la qualité de l'accueil, pour l'excellence des échanges, que je trouve vraiment d'un très très bon niveau. Je voulais vous dire aussi que je ressens beaucoup de gentillesse, peut-être de l'amour justement dans les échanges et de l'écoute, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très positif. Moi je suis heureux d'être ici tout simplement, et puis je crois que ce que ça nous dit aussi, c'est que même s'il y a des côtés très noirs quand on nous parle des coraux qui auront peut-être disparu dans un siècle, il y a des raisons d'espérer aussi. Des raisons d'espérer dans le fait qu'on peut encore sauver des choses, qu'on peut progresser. Et je crois qu'on est un assez grand nombre ici d'enseignants-chercheurs, que chaque fois qu'on échange avec nos étudiants, on a aussi des raisons d'espérer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont formidables et qui se préoccupent du climat, de l'amélioration de la société. Donc je crois que tout ça, ce sont des raisons aussi d'être positifs. Donc je crois qu'il faut avoir cette note-là. Les dessins des enfants, je pense aussi que c'est quelque chose de très important. Alors, je voudrais aussi revenir sur autre chose, avant de parler un petit peu du déni. Je voudrais m'expliquer sur le fait que, parce que c'est des questions qu'on me pose souvent, qu'un juriste participe à ce genre de travaux. D'abord, je voudrais dire une chose. Le travail qu'on fait aujourd'hui, il a un point particulier, en tout cas à mes yeux, cette recherche, c'est qu'on n'est pas dans une recherche qui a pour but de faire un constat qui est le constat de la dégradation de la situation. Ça a été dit ce matin, ce constat, il est fait. Voilà. Simplement, le problème, c'est que ce constat, même s'il est fait par les scientifiques, il n'est pas partagé par tout le monde. Donc, je crois que le but de la démarche, et en ce sens, c'est une démarche engagée, c'est aussi de faire partager ce constat à un plus grand nombre de personnes pour qu'on puisse être plus efficace, tout simplement. Et ça, je pense que la médiation artistique, c'est quelque chose de vraiment intéressant de ce point de vue-là, parce que oui, la rationalité peut convaincre un certain nombre de gens, mais sans doute pas tout le monde. Voilà. Donc peut-être qu'il faut utiliser d'autres médias, notamment effectivement les médias artistiques, pour arriver à faire prendre conscience aux gens de la nécessité d'agir tout simplement. Voilà, et d'agir tout de suite, pas dans 50 ans ou dans 100 ans.
C'est pour ça que je pense que l'action que vous menez, vous les artistes, et le travail fait par les scientifiques, pour moi, c'est le cœur de la démarche. Voilà, c'est ce qui vient dedans. Et les juristes, comme moi, et peut-être d'autres personnes, nous, on peut venir en appui. Et on peut venir en appui pour vous proposer des réponses à des questions parfois très précises, des solutions, et aussi vous montrer ou vous suggérer des pistes de réflexion, vous montrer que sur certains points, on peut avoir des évolutions. Je vais vous donner juste 2 exemples. D'abord, un exemple de réponse à une question très précise. Vous voyez, il y a une dizaine d'années, moi j'étais engagé dans un autre contrat de recherche mené par le commissariat à l'énergie atomique avec de grands industriels pour la création d'un nouveau modèle de scanner pour aéroports qui utilise les champs électromagnétiques. Et on a eu de grandes réunions à Paris et inévitablement, assez vite, est venue la question qui consistait à dire « les juristes, vous servez à quoi là ?» Voilà, tout de suite, on nous a posé ce genre de questions. Et assez vite, il y a un polytechnicien, parce qu'il y avait beaucoup de polytechniciens, qui a dit moi j'ai une question simple, qui a dit « est-ce que c'est un problème si on a un opérateur du scanner qui voit les gens tout nus ?» Et là, tout de suite, ils se sont rendus compte qu'on était utile parce qu'on leur dit « oui, c'est un gros problème, hein, c'est pas possible qu'on ait un type derrière un écran qui voit défiler les passagers tout nus. » Et on a fourni une réponse, c'est-à-dire que ces scanners-là, voilà, ils ne fournissent pas une image, c'est une silhouette bâton, il y a juste un point qui clignote à l'endroit où il faut faire une inspection filtrage pour vérifier ce qui pose problème. Donc on peut avoir une utilité très très concrète. Par exemple, sur la loi sur l'archéologie sous-marine, effectivement, qui à mon avis est la plus moderne, en tout cas la première loi moderne en France sur l'archéologie. Je pourrais vous apporter, peut-être, si vous avez certains questionnements, des réponses, notamment sur son applicabilité, qui n'est pas toujours évidente, hein, parce qu'il y a clairement des choses qui ont été conçues dans des bureaux, mais qui, quand on est sur le fond, ne sont pas réalistes du tout. Voilà. Mais je pourrais aussi vous dire en quoi elle est vraiment moderne. Elle est vraiment moderne dans le fait où, quand elle interdit de déplacer les objets, c'est parce que c'est la première loi qui prend en considération non pas la collecte d'un objet, mais la préservation de l'ensemble constitué par les relations spatiales entre les objets. Et ça, c'est une vision qui est extrêmement moderne et qui correspond effectivement à ce que cherche aujourd'hui l'archéologie, c'est-à-dire comprendre comment vivaient les gens, voilà ce qui les motivait, etc., et pas simplement collecter des beaux objets pour rajouter dans les vitrines des musées. Donc on peut avoir des débats de ce type-là. Quand on parle de relations de fond, ce matin, j'ai entendu aussi parler, bien sûr, de ressources, et puis il y a le terme même de précieux. Et le droit connaît des ressources qu'il qualifiait autrefois, au XIXe siècle, de non appropriables. Le droit disait, par exemple, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, personne ne peut en devenir propriétaire. Et pourquoi est-ce que le droit avait ce point de vue? C'est parce qu'il disait la ressource est inépuisable. Comme elle est inépuisable, il y en aura toujours assez pour tout le monde. Ce n'est pas la peine que quelqu'un en devienne propriétaire. Et là, tout à l'heure, on parlait de rupture. Il y a eu un changement de paradigme. Le changement de paradigme, c'est que les juristes aujourd'hui vous disent non, cette ressource, non seulement elle n'est pas inépuisable, mais elle est précieuse. Elle est indispensable à la vie. Et elle est tellement précieuse qu'on ne peut pas prétendre que quelqu'un se l'approprie pour son seul usage personnel. Donc au contraire, vous voyez qu'on a aussi parlé de propriété. On peut évoluer sur ce genre de choses. Donc il y a oui, des changements de paradigme, des évolutions chez les juristes. On discute la notion de propriété, par exemple, hein, pour savoir si on ne pourrait pas modifier la propriété parce que le rêve du Français moyen, qui est de devenir propriétaire, il s'éloigne malheureusement pour un certain nombre de personnes. Voilà. Et donc, on discute d'un certain nombre de choses, on discute de beaucoup de choses en droit. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que les juristes, ce qu'ils peuvent vous apporter, c'est d'abord des réponses, parfois des questions toutes simples, toutes précises, et puis parfois des éclairages, voilà, sur la façon dont eux, ils envisagent les choses. Et je pense que c'est aussi ça l'intérêt des recherches pluridisciplinaires. C'est-à-dire que les juristes peuvent vous apporter quelque chose et vous-même, vous apportez des choses à la réflexion des juristes. Voilà, c'est un système d'échange. On sait d'ailleurs qu'aujourd'hui, la plupart des découvertes nouvelles, en termes de recherche un petit peu fondamentale, elles se font plutôt à l'interface entre les disciplines que dans l'hyper-spécialisation. Voilà. Donc on a des choses, des apports de ce type-là qu'on peut faire.
et après je vais te rendre la parole, sur le déni, par exemple, ce qu'on peut regarder déjà, mais on peut le faire aussi avec les gens des sciences de la communication, avec les sociologues, c'est que le vocabulaire employé, il est tout sauf neutre. Et qu'il y a déjà, avant même d'avancer, des problèmes de vocabulaire. Je vais prendre juste un exemple. On parle parfois de climato-sceptiques. Et ceux qui emploient l'expression climato-sceptique, en général, c'est ceux qui sont dans le déni. Voilà. Alors, il y a différentes variétés de déni, j'y reviendrai. Mais on parle aussi de climato-réalisme. Et de l'autre côté, on parle de climato-négationnisme. Et les trois mots sont des mots qu'il faut évacuer pour les remplacer peut-être par des expressions telles que, effectivement, déni du changement climatique à différents termes. Pourquoi on ne veut plus parler de climato-sceptique ? Parce que le scepticisme, c'est de l'essence même de la science. La science, par définition, elle doute. Voilà. Et elle doute et elle avance avec des expériences reproductibles et des faits qu'on trouve. Donc dire qu'on est le seul à douter, c'est dénier aux autres la qualité de scientifique. Voilà. Donc c'est refuser quelque part le débat. Climato-réaliste, c'est la même idée, c'est dénier aux autres une approche basée sur la réalité, c'est dire je suis le seul dans le réel, vous êtes dans le fantasme ou dans autre chose. Et à l'inverse, quand on a parlé de climato-négationnisme, ça a suscité des réactions très très violentes parce que les gens ont dit mais le négationnisme, c'est quand même le fait de nier l'existence de la Shoah ou de l'Holocauste. Oui, pardon. Voilà, donc c'est vraiment nous traiter, c'est quelque chose qui est aussi essayer de nous culpabiliser sur le plan moral. Donc voilà comment, vous voyez, il y a un débat. Alors, c'est un débat qui s'inscrit dans le temps. Climato-sceptique, ça apparaît dans les années 95. Climato-négationniste, c'est à partir de 2005-2010. Donc, tous ces éléments-là, il faut y faire attention. Il y aurait d'autres éléments. Par exemple, tout à l'heure, il a été question d'une nouvelle extinction. Comme tu l'as très bien dit, Laurent, elle n'est pas démontrée, la nouvelle extinction. On a des choses, mais il faudra beaucoup plus de recul pour être certain. Mais on comprend très bien que des spécialistes de la communication aient envie de parler d'une nouvelle extinction parce qu'ils pensent que ça va marquer les esprits. Voilà. Et que de l'autre côté, on ait envie de leur dénier ça. Donc tout ça est un petit peu compliqué. Deux points aussi sur d'autres choses que les juristes pourraient vous apporter. Vous avez bien parlé des huîtres là, effectivement, je ne connaissais pas. Hein. Ça pose toute la question, vous l'avez dit, de la brevetabilité du vivant, qui est une question extrêmement complexe du point de vue juridique, mais qui est intéressante. Voilà. Et il y en a bien d'autres. Il y a tout ce qui est effectivement droit d'auteur ou des... Ah oui, je ne me suis pas présenté à la base. Moi, je suis un juriste de droit des obligations. Donc les contrats, la responsabilité, les associations, mais ensuite spécialisé dans tout ce qui est culturel, et je suis notamment un spécialiste du marché de l'art ancien. Je parle d'argent de temps en temps, voilà, sur des considérations de ce type-là. Voilà. Et même si je pense que l'art n'est pas soluble dans le capitalisme, comme c'était dans la thèse de Marine Clubeillet. Voilà, donc des choses de ce type-là. Et si ça vous intéresse, vous pouvez librement télécharger sur Internet des choses que je coécris. En ce moment, on coécrit dans le cadre d'un projet de recherche avec une sociologue qui s'appelle Françoise Liot, quelque chose sur la condition du plasticien. Voilà. Donc on a écrit un article où on propose par exemple un revenu minimal artistique. Voilà. Bon, c'est de l'utopie, mais ça peut peut-être faire avancer les choses. Et on écrit aussi... Oh, je ne sais pas, non, c'est librement téléchargeable parce que c'est sur la bibliothèque des classiques des sciences sociales. Il y a un collectif qui s'appelle BUZ qui a fait remonter un projet comme ça qui va être porté par les communistes. Ah oui, alors non, ça c'est le projet des communistes. Et alors ils ne proposent pas ça, ils proposent d'appliquer aux plasticiens en fait les mêmes droits que les intermittents du spectacle. Et oui, qu'on n'a jamais... Voilà. Alors, je dirais que je leur ai écrit, mais ils ne m'ont pas répondu pour l'instant. Alors, je leur ai écrit que c'était bien, parce que c'était mieux que ce qui existait, mais que ce n'était pas assez, de mon point de vue. Voilà. Donc, on verra s'ils me répondent et si on pourra intervenir. Il y a une petite brochure, effectivement, qui diffuse. Voilà.
Voilà. Et je publie avec Josiane Silva, qui elle s'occupe des Amérindiens de Guyane, parce qu'elle est en partie amérindienne, des articles sur les droits culturels qui peuvent également peut-être vous intéresser, parce que c'est aussi une question, parce qu'on travaille aussi beaucoup, notamment avec Josiane, sur des questions telles que les droits de l'homme, la dignité humaine, les valeurs universelles fondamentales, qui sont en jeu, puisque en fait la préservation de l'environnement et du climat, c'est probablement la prochaine valeur fondamentale universelle qui sera reconnue. En tout cas, c'est le candidat à la reconnaissance. Bien sûr, derrière, il y a des questions telles que l'écocide, dont on pourrait parler. Voilà. En France, on n'a pas retenu pour l'instant la notion d'écocide, mais on en parle. Je pourrais rajouter un mot, et vraiment j'arrête après, sur... vous savez comme moi qu'il y a des pays dans lesquels on a décidé de donner la personnalité juridique à des fleuves. Ça a été fait en Australie, ça a été fait en Inde. En clair, être une personne juridique, ça n'a d'intérêt, c'est pour ça qu'on le fait pour les sociétés ou les associations, que parce que ça permet d'avoir des droits, et donc de défendre ces droits. Donc l'idée, c'est de dire tel fleuve a des droits. Sauf que si vous me dites qu'un fleuve a des droits, le fleuve, il n'a pas de bouche, il n'a pas de main, il ne peut pas les exercer lui-même. Donc il faut bien qu'une personne humaine exerce ses droits dans l'intérêt du fleuve. Et là, la question devient, est-ce que la personne qu'on charge d'exercer les droits le fait vraiment dans l'intérêt du fleuve? En Australie, on a choisi les aborigènes. Voilà, et là, ça paraît crédible. En Inde, on a choisi des comités qui associeront des communautés indigènes et des représentants du gouvernement. Ça me laisse déjà beaucoup plus sceptique, vous voyez, ce genre de choses. Donc il y a tout un tas de questions comme ça dont on peut parler, de débats qu'on peut lancer, et de débats qui ne doivent pas rester, de mon point de vue, des affaires de juristes. Voilà. Des débats dans lesquels tout le monde, les gens d'autres disciplines, mais aussi monsieur tout le monde, doit pouvoir intervenir, doit pouvoir donner son avis, parce que on n'a qu'une seule planète, quoi. Ça nous concerne tous. Il n'y a pas de planète B ou de solution de rechange. Donc je crois que c'est intéressant qu'on puisse tous débattre de ces questions-là. Bon, je vais arrêter là pour... J'ai juste un petit complément, une anecdote à raconter à propos de ce droit immatériel qui est assez extraordinaire. C'est qu'en Nouvelle-Calédonie, le centre Djibaou, que tout le monde connaît, qui a été fait par Enzo Piano, c'est magnifique. Mais pour pouvoir transporter le nom de Djibaou de la côte est à la côte ouest, il a fallu des échanges coutumiers pendant 3 mois entre Renzo Piano et la famille Djibaou, qui ont donné une espèce de concession du nom qui n'avait pas le droit, puisqu'il était attaché à la terre, il n'avait pas le droit de traverser la Grande Terre. Et donc maintenant, ce droit est terminé, et ça ne s'appelle plus le Centre culturel Jean-Marie Djibaou, ça s'appelle juste le Centre Djibaou, parce que Jean-Marie Djibaou était une personnalisation qui doit rester attachée à la côte est. Donc ça reste comme ça. Et si on respecte les Kanaks, on ne doit plus le dire. On doit dire c'est le centre Djibaou seulement. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'il a fallu une véritable bataille, mais une belle bataille, des échanges. Et Renzo Piano, il est resté pendant 3 mois sur place, à humer, à regarder en disant c'est là qu'il faudrait que le centre soit, pour respecter la mangrove qui est juste à côté. Ça, c'était très beau de sa part. Oui. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a également des problèmes dont on parle peu. Il y a des terrils de l'exploitation de nickel qui s'est effondré dans un lagon, avec une destruction du récif. Voilà, derrière, il y a d'autres choses du même genre. Peut-être que vous avez entendu parler du chef Ataï, qui était à la tête d'une révolte au 19e. Et il se trouve que son crâne, jusqu'à il y a quelques années, était conservé sur une étagère au Muséum d'histoire naturelle et ensuite au Musée de l'Homme. Et on ne l'a rendu que très récemment aux descendants de la famille du chef Ataï. Voilà. Il y avait le chef Ataï et son sorcier. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai beaucoup travaillé sur les retours de restes humains à leur pays d'origine, les têtes maoris, la Vénus Hottentote, enfin c'est... Et Ataï, c'était beaucoup plus compliqué
compliqué pour nous, parce qu'on n'avait pas colonisé l'Afrique du Sud, on n'avait pas colonisé les Maoris, mais on avait colonisé effectivement la Nouvelle-Calédonie. J'arrête. Voilà. Alors, on a un petit peu dépassé le temps, donc on va peut-être laisser la place à l'enregistrement de Sylvain Guyot. Donc moi, ce que je voulais dire, je vais essayer de le dire en une phrase. En fait, Pierre a dit à quoi servent les juristes. Donc je voulais dire à quoi servent les œuvres d'art en face de ce déni là. Et donc l'art avait plusieurs fonctions. Donc je voulais le faire au travers de quelques exemples, mais c'est pas grave. Je l'écrirai lorsqu'il y aura des publications. C'est pas grave du tout. On en parlera en off. En tout cas, voilà, l'art peut avoir comme fonction de faire rire, ce qui est déjà énorme pour pouvoir déstabiliser ces processus de déni. Et l'art n'est pas là pour nous faire aller dans un monde parallèle, mais peut-être justement depuis le fait que l'art, ce qui fait art, réside en une démarche, un processus, ce que Ardenne appelait l'art processuel dans un art contextuel, eh bien, cette démarche même peut se réarticuler avec une façon de désamorcer justement le déni. Voilà ce que je voulais dire, et en se fondant sur les paradoxes inhérents à l'art. Et c'est cela qui peut nous émouvoir et faire vibrer justement ce qu'on appelle l'émotion et qu'on recherche. Donc on va montrer maintenant, si vous le voulez bien, le travail de Sylvain Guyot, parce que ça dure 20 minutes et qu'on va déjà dépasser de notre temps de table ronde. Et puis ensuite, on pourra comme ça laisser la place à la dernière table ronde de la journée. Merci.